Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de la Mini Païenne, puisqu'on arrive aux fêtes de fin d'année, donc avec le solstice d'hiver, la fête païenne de Yule, mais aussi notre Noël moderne. Donc on peut regretter d'une certaine façon que cette fête soit devenue purement commerciale et beaucoup perdue de son sens symbolique. Mais en tout cas, il faut quand même savoir que le fait d'offrir des cadeaux durant cette période est bel et bien d'origine païenne, puisque déjà dans la Rome antique, on fêtait les Saturnalia, et lors de ces fêtes, on avait pour coutume d'organiser de grands marchés et de s'offrir des cadeaux. On quitte à offrir des cadeaux, autant que ceux-ci soient utiles et en rapport avec notre passé, avec nos ancêtres et nos coutumes païennes. Donc je vous ai préparé une petite sélection en fait de 6 livres qui, sous différents formats, qui traitent de différentes périodes de l'histoire païenne et un petit peu pour tous les budgets. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo puisque je pense que ça peut faire des bonnes idées de cadeaux. Voilà. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Fêtes païennes des 4 saisons, donc qui a été rédigé par un collectif d'auteurs sous la direction de Pierre Vial, donc parfaitement dans le thème de cette vidéo, puisque ce livre présente en fait la majorité des fêtes païennes du cycle annuel, donc les solstices, les équinoxes entre autres. Et en fait ce livre décrit l'origine de ces fêtes, leur symbolisme, mais également leur récupération chrétienne plus tard, et donne des pistes sur comment fêter, comment organiser des célébrations solennelles de façon moderne, une célébration moderne. Donc pour ce faire, on va trouver plusieurs éléments. Donc là, par exemple, vous avez des conseils pour préparer des petits gâteaux en forme de bouc et d'autres formes traditionnelles, donc pour décorer le sapin de Noël. Vous avez également le procédé pour créer un bouc de Noël, le Yule Bock. Vous avez également des recettes de cuisine, ce qui est assez intéressant. Donc là par exemple, vous avez une idée de menu pour le solstice d'hiver, donc en lien avec un sens symbolique. Vous avez également des conseils pour la décoration de la maison lors de ces fêtes, de ces célébrations. Et le livre est parsemé de jolies illustrations en noir et blanc, donc soit des photos, soit des vues d'artistes. Et il contient également de la poésie, ainsi que des citations d'artistes, de poètes et d'écrivains célèbres. Donc voilà, c'est un livre qui est très très complet, qui est très intéressant, et ça permet vraiment de se donner une idée, pour ceux que j'ai déjà reçu des commentaires en fait aussi sur comment célébrer en final les fêtes païennes. Et c'est vrai que ce livre donne des très bonnes pistes et peut constituer justement une très bonne base en fait pour se créer des rituels familiaux ou des rituels même personnels lors des différentes fêtes païennes tout au cours de l'année. Donc il y a également un petit carnet de chants à la fin du livre pour entonner des chants lors des célébrations. Donc voilà, un livre qui est très complet, très intéressant, et donc que je vous recommande vivement. Il coûte environ 36 €, et vous trouvez de toute façon le lien dans la description pour vous le procurer. Donc ce livre est écrit sur un ton un petit peu romantique qui rappellera les écrits notamment de Jean Mabire, et il présente en fait le paganisme sous l'aspect d'un culte essentiellement lié à un culte solaire. Alors pas moins intéressant, mais proposant une approche totalement différente, on va avoir Le secret de l'ours par Marie Cachet. Donc c'est un livre dans lequel elle va donner une approche un petit peu différente, puisque essentiellement axée sur un culte de la fécondité, un culte des ancêtres ainsi que de la réincarnation, qui pour elle trouve ses origines en fait dans le culte de l'ours qui est attribué à l'homme de Néandertal et qui aurait évolué à travers les âges pour donner les formes entre guillemets modernes que l'on connaît du paganisme, que sont donc les mythologies romaines, gréco-romaines, scandinaves, celtes, etc. Mais également les survivances modernes du paganisme, donc dans l'hindouisme et notamment dans certains aspects de la religion au Tibet, mais également une survivance dans nos coutumes, dans nos fêtes, dont Noël bien sûr fait partie, dont on a très bien conscience qu'elles sont en fait des fêtes païennes christianisées. Alors bien que comportant quelques illustrations, c'est un livre qui contient essentiellement du texte, donc de 344 pages de texte, et c'est un livre qui, à première vue, peut paraître un petit peu déroutant par sa vision un petit peu inédite du paganisme et en tout cas des cultes païens.
mais c'est très intéressant et ça contredit absolument pas une certaine vision qui serait elle plus solaire, qui est développée par exemple dans le livre que je vous ai présenté en premier. Donc voilà, très intéressant et vraiment complémentaire avec d'autres travaux comme par exemple ceux de Jean Audry ou d'autres livres qui se basent plus sur un culte solaire. Alors, le prochain livre dont je voudrais vous parler, il s'agit de L'âme européenne de Roberdin, réponse à Bernard-Henri Lévy. Donc plus qu'une réponse littérale en fait à BHL, Roberdin se présente en fait presque comme un orateur ici, fervent défenseur bien sûr de l'âme européenne, donc du paganisme, face à BHL qui serait, je cite, le prophète de l'antinature et des monothéismes lugubres, bouffeurs de vie et de joie. Ça donne le ton. Donc voilà, en fait, Roberdin va vraiment se livrer ici à une ode au paganisme dans lequel il va l'opposer point par point en fait à la vision monothéiste abrahamique du monde, alors que ce soit sur la vision cyclique du temps, que ce soit sur la notion de liberté en opposition à la notion de soumission du monothéisme. Il va également réfuter l'idée selon laquelle le paganisme serait systématiquement associé au régime politique totalitaire que BHL soutient. Donc on va avoir également des références au contrat social que propose Roberdin en fait, qui inclut notamment une notion qui lui est chère, l'écologie, à laquelle il va opposer le consumérisme maladif et la religion de l'argent et du profit qui est le fruit en fait du matérialisme et de l'anthropocentrisme qui est propre aux religions monothéistes et abrahamiques. Donc voilà un livre très agréable à lire puisqu'il n'est pas très épais, il fait 124 pages, donc il se lit assez rapidement, qui sont en plus rédigés dans un style vraiment assez accessible. Donc un livre qui résume très bien la pensée européenne païenne, qui la résume très bien en tout cas, et qui fait écho. Pour moi il s'agit vraiment un petit peu de la version moderne de Contre les Galiléens de l'empereur Julien, qui était écrit à la fin de l'Antiquité. Donc un livre qui trouvera tout à fait sa place dans une bibliothèque digne de ce nom, auprès des ouvrages de Nietzsche. Maintenant on va parler un peu des Vikings avec l'histoire des rois de Norvège, tome 1, par Snorri Sturluson, le fameux historien islandais, et traduit en français par François-Xavier Dillmann, qui est donc un spécialiste français de la Scandinavie ancienne. Donc plus que d'une simple biographie en fait des différents rois de Norvège, il s'agit en fait d'une véritable histoire de la Scandinavie tout entière, depuis les origines mythiques en fait des rois norvégiens, donc la saga des Ynglingar, en passant par des rois historiques comme Harald à la belle chevelure, Håkon le puissant, mais aussi en passant en revue tout un tas d'événements historiques comme par exemple la fameuse bataille du Dannevirke, la christianisation forcée de la Norvège et de l'Islande par le roi Olaf Tryggvason, et jusqu'à sa mort, donc de ce fameux roi Olaf Tryggvason, en l'an 1000, donc à la bataille du Svold, où s'arrête ce livre. Donc voilà, on a vraiment affaire par contre à un véritable pavé, hein, c'est un livre qui est très épais, donc forcément il se lira un peu moins rapidement que le précédent livre, mais il est vraiment écrit dans un style qui est assez moderne et vraiment épique en fait, qui est très agréable à lire. Ça nous immerge vraiment dans le texte. Un style qui est propre à Snorri Sturluson, et c'est impressionnant d'avoir un texte qui se lit aussi bien, bon, même s'il a été un petit peu adapté forcément, mais sachant que c'est un texte qui date quand même du XIIIe siècle. Donc voilà, vraiment un livre qui est très intéressant, dans lequel on trouve beaucoup d'informations, puisqu'en fait la moitié du livre est constituée de notes de l'auteur pour resituer en fait les événements dans leur contexte historique, ou alors apporter des précisions sur le texte. On a aussi beaucoup de poésie skaldique, donc qui sont très intéressantes.
Donc voilà, vraiment beaucoup d'informations qu'on peut avoir dans ce livre sur les Vikings, sur leurs mœurs, leur culture et les événements historiques auxquels ils ont pris part. Ceux qui suivent la série Vikings seront surpris de voir qu'il y a beaucoup de références, en fait de clins d'œil qui sont faits dans la série au contenu de ce livre. Donc malgré sa taille, prenez pas peur, hein, c'est pas un livre qui est excessivement cher, il coûte une trentaine d'euros. Donc ce qui est relativement abordable pour un livre aussi épais et surtout un livre avec une quantité d'informations aussi importante et d'informations authentiques, puisque Snorri Sturluson est quand même considéré comme un historien relativement fiable compte tenu de la période. Donc voilà, vraiment un très très beau livre pour quiconque s'intéresse aux Vikings. Alors pour la suite, on reste chez les Vikings avec les sagas islandaises, traduites et annotées par Régis Boyer, donc une des références aujourd'hui en France concernant la Scandinavie ancienne. Donc il s'agit en fait d'un livre qui regroupe les principales sagas des Islandais. Donc on va y trouver la saga des Gil, fils de Grim le Chauve, la saga de Snorri le Godi, la saga du Vinland, la saga des gens du Val au Saumon, la saga de Gisli Sorson, la saga des frères jurés, la saga de Harvard de Lysafjord, la saga de Grettir, la saga des chefs du Val au Lac, la saga de Glom le Meurtrier, la saga des gens du Svarfadardar, la saga de Hafkel Godi le Frère, et la fameuse saga de Njol le Brûlé. Donc on a vraiment voilà, une compilation des principales sagas islandaises. Donc les sagas, pour mémoire, il s'agit en fait d'une sorte de compilation de traditions orales et de textes plus anciens qui ont été rassemblés par des érudits au XIIe et XIIIe siècle et qui sont parvenus jusqu'à nous en fait et qui retracent des événements historiques qui se sont déroulés plutôt durant la période païenne, donc souvent au 9e et 10e siècle. C'est pas forcément des faits historiques avérés, mais le contexte en tout cas est historiquement viable et on peut se référer un petit peu à ces textes pour s'immerger un petit peu dans la Scandinavie et notamment dans l'Islande du temps des Vikings. Donc c'est des images, c'est des textes qui sont considérés vraiment comme des monuments en fait du patrimoine européen, puisque ils n'ont pas aucun autre équivalent ni en Europe ni dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, vraiment un très très beau livre, puisque là en fait il s'agit de la version, une sorte de version collector en quelque sorte, donc une très très belle reliure. Voilà, donc, vous pouvez le voir, elle est d'origine livrée avec ce protège couverture. Donc on a vraiment une couverture à l'ancienne. Donc un très très beau livre. Donc là, vu le nombre de sagas qu'il y a dedans, forcément il faut un petit peu de temps pour le terminer, mais ça a le mérite de compiler au moins toutes les principales sagas qui sont sinon disponibles en fait en plusieurs éditions en plus petit format. Mais là c'est un très très beau livre en fait, c'est pour ceux qui aiment les beaux livres et qui veulent avoir une bibliothèque qui ressemble un petit peu à quelque chose. C'est vraiment une édition qui est intéressante d'avoir. Donc là par contre on est sur un budget qui est un petit peu plus élevé puisqu'il fait 73 € je crois. Mais bon, vu le nombre de livres en fait, de sagas qu'il regroupe, l'investissement vaut quand même le coup si on veut vraiment avoir l'intégrale, si on veut des sagas. Donc pour finir, le dernier livre, on va changer totalement de période et de format puisqu'il s'agit d'une BD qui s'appelle Gergovie la Victoire. Donc c'est également un collectif d'auteurs. Donc c'est une BD en fait qui va retracer une partie de l'histoire de la guerre des Gaules entre les années 53 avant Jésus-Christ et 52 avant Jésus-Christ avec la fameuse bataille de Gergovie, donc, qui opposa César à Vercingétorix, victoire gauloise bien sûr. Donc voilà, c'est un livre avec un scénario un petit peu romancé, forcément pour s'adapter au format BD, mais le fond historique est tout à fait respecté. Donc là on a des très très belles illustrations, comme on peut le voir sur cette grande page. Et dans l'ensemble, les illustrations sont tout à fait correctes, les dessins sont très jolis. Et surtout, le plus intéressant en fait qu'on va voir dans cette BD, c'est qu'elle a un véritable souci de la réalité historique et du détail historique. Puisque que ce soit au niveau des uniformes, en fait, des équipements, donc des Gaulois, des Romains, on a un réel souci du détail historique et jusque dans la disposition des lieux et du relief en fait
des lieux où se passent les événements, puisqu'ils ont été jusqu'à changer les dessins en fait, parce qu'il y a une découverte archéologique qui a été faite sur le site de Gergovie. On a découvert une grande porte qui s'avère être l'entrée principale de l'oppidum, et donc il s'était basé en fait pour faire la BD sur ce qu'on avait découvert, une autre porte qui était plus petite et avec un dessin un petit peu différent, donc ils ont été jusqu'à refaire en fait les dessins. Donc en résumé, voilà, une très très belle BD pour quiconque s'intéresse à l'histoire, et notamment des Gaulois, hein, ça change un petit peu d'Astérix, puisque cette BD a l'avantage d'avoir la réalité historique pour fond, et d'être extrêmement précise de ce côté-là, déjà que le format BD historique est assez peu répandu, donc très original. Alors en plus, la mienne est agrémentée en fait d'un cahier historique, un cahier archéologique. Donc je sais pas si, par contre il s'agit d'une édition limitée, donc je sais pas si elle est encore disponible. Mais dans tous les cas, la version standard est disponible. Je vous mettrai les liens ainsi que tous les autres références et les liens pour vous procurer les autres livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça aura pu vous donner des idées de cadeaux utiles pour vous-même ou pour vos proches qui s'intéressent au paganisme et à l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et voilà, peut-être même laisser des références aussi de livres que vous appréciez dans les commentaires si vous voulez donner des idées aux autres aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.